خاوتي خواتاتي جيسبر راكم ملاح. احنا اليوم جبت ربي حتكونوا ملاح معنا parce qu'on a rencontré quelqu'un de très intéressant, Monsieur Ali Benouali. Merci de nous avoir accueillis à Genève. Nous sommes à Genève, qui n'est pas la capitale suisse. Contrairement à beaucoup d'autres gens, c'est Berne qui est la capitale. Oui. Pour une précision, on va faire le rôle de Wikipédia avant de commencer. Genève, c'est une place financière importante. Monsieur Ali Benouali, vous étiez un ancien ministre du gouvernement. Vous étiez en charge d'un aspect financier, c'est en charge du budget. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle, candidat à la candidature. Votre candidature n'a pas été retenue. Moi je le sais, mais peu d'Algériens le savent. Vous êtes établi en Suisse depuis longtemps. Et vous êtes venu ici, vous avez fait une belle carrière. On va en parler. On aimerait juste vous dire, nous on vous considère comme l'un des acteurs les plus importants de la communauté algérienne en Suisse. Un, comment se fait-il qu'un ancien ministre algérien s'est établi en Suisse? Et pourquoi la Suisse? Et qu'est-ce qu'elle vous a apporté la Suisse en tant qu'Algérien? Merci de l'intérêt que vous me portez à ma personne. Je corrige juste, j'ai immigré en Europe en 1981, à Paris, comme directeur de banque. Et la banque où je travaillais m'a détaché en Suisse en 1984. J'ai travaillé donc de 1981 à 1988 comme directeur de banque, à Paris puis à Genève. Et j'ai été appelé en 1988, en septembre 1988, par le ministre des Finances de l'époque, pour aider le pays, pour rentrer et aider le pays. Donc j'ai tout lâché, parce que je savais, après la rencontre que j'ai eu avec le ministre des Finances de l'époque, Abdelaziz Khelef, que la situation financière du pays était catastrophique. Il ne m'a pas caché la vérité. Il m'a dit, on ne sait même pas combien on doit à l'étranger, quel est le montant de la dette. Rappelez-vous le discours de Tchadi du 19 septembre. C'était juste quelques jours avant que j'ai eu cet entretien avec le ministre des Finances. J'ai réfléchi, et plutôt, je n'ai pas beaucoup réfléchi, je lui ai dit, j'accepte, je rentre. Je rentre, c'est-à-dire je lâche tout. Je lâche tout. Une carrière dans une banque suisse pour rentrer en Algérie dans un... Oui, j'étais directeur de la trésorerie change, métaux précieux de la Société Générale à Genève. Donc c'était vraiment une belle carrière, mais je n'ai pas hésité une seconde. Et je lui ai dit au poste que vous voulez. Finalement, il m'a dit conseiller, vice-gouverneur de la Banque centrale, conseiller si je pars, vous partez avec moi. Et comme je veux que vous restiez aider le pays, donc je vais vous mettre dans un endroit où vous allez pouvoir rester, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire la Banque centrale. Il n'était pas très content de la façon dont la Banque centrale fonctionnait, donc il m'a nommé vice-gouverneur avec comme mission principale de réorganiser la Banque centrale et d'en être le gouverneur. J'ai accepté, mais j'aurais accepté n'importe quel poste, parce que je n'étais pas mu par aucune ambition personnelle. Je rentre à Genève pour m'occuper de mon déménagement, et le 5 octobre éclate. Quelques jours après, j'appelle le ministre, Abdelaziz Khelef, et je lui annonce mon intention de rentrer. Je lui dis, ça y est, j'ai pris toutes mes dispositions. Il me dit, c'est pas possible. Vous savez ce qui se passe? Bien sûr, tout le monde sait ce qui se passe. Il y a les chars dans la cour du ministère des Finances. Ça ne vous fait pas peur ou pas du tout? Il était étonné. Comme les Suisses étaient étonnés quand j'étais voir l'équivalent du préfet de police, la police des étrangers, pour l'informer de mon départ. Enfin, j'ai été le voir pour qu'il me permette de garder ma femme et mes enfants jusqu'au terme de l'année scolaire. Donc je lui ai demandé comme service de laisser ma femme et mes enfants, parce que j'étais sous permis B, c'est-à-dire un permis annuel, et quand on perd son travail, on perd sa résidence. Et donc j'avais peur que mes enfants se retrouvent du jour au lendemain sans école. Chef Maya, et il m'a dit, vous savez, ça fait, je sais pas, 30 ans que j'exerce ce métier. Je n'ai jamais vu un étranger venir me demander l'autorisation de partir. Quand il y a des émeutes, une guerre civile dans un pays, les gens fuient et demandent l'asile. Vous êtes le premier dans ce cas. Et pour cette raison, M. Benouali, je vais vous dire une chose. L'Algérie peut être fière d'avoir des enfants tels que vous, et maintenant je sais que l'Algérie s'en sortira. Un pays qui a des enfants, qui ont une conduite comme la vôtre, ne peut pas ne pas s'en sortir. Partez, je garde votre permis sous le coude, je ne l'envoie pas à Berne pour annulation, parce que j'ai peur pour vous, que ça ne marche pas, que vous soyez menacés.
parce que c'était à l'époque, le 5 octobre, le monde entier en parlait. C'était la première révolution libérale dans un pays sous l'influence soviétique, 6 mois avant la chute du mur de Berlin. Et donc il était très étonné, il m'a dit, et si ça ne marche pas, et que vous revenez, et que vous n'avez pas de travail, je vous promets, moi, Félix Goetz, directeur de l'Office cantonal de la population, à l'époque c'était l'Office cantonal des étrangers, de vous trouver du travail. Parce que je suis tellement admiratif devant ce que vous faites pour votre pays que je ne peux que vous aider et je ne vais pas annuler votre permis, je vais le garder sous le coude pendant le temps Et il a tenu sa promesse, puisque quelques années après, quand je suis revenu, d'abord ma femme et mes enfants ont pu rester, et quand je suis revenu, il m'a redonné mon permis. Ça rappelle étrangement ce que la Suisse a fait quand elle m'a rendu mon passeport, auquel j'avais renoncé, voyant qu'on ne m'a pas laissé aller au bout, puisque vous avez renoncé à votre passeport suisse pour le motif que vous présentez à l'élection présidentielle, eh bien, welcome back, bienvenue chez vous, voilà votre passeport suisse. C'est 2 leçons que la Suisse m'a données. Ce sont 2 leçons qui sont extraordinaires d'enseignement, c'est tiré de leur propre histoire, cette sagesse, et qui est une source d'enseignement inestimable pour nous, pas seulement sur le plan du comportement de l'État, du comportement des autorités, mais aussi du fonctionnement même de ces pays. Quoi qu'il en soit, je suis rentré en octobre 88. J'ai travaillé, alors évidemment, pour l'anecdote, le poste de vice-gouverneur, j'ai attendu qu'on m'installe, et puis comme c'est le 3 novembre, c'était le référendum, le gouvernement Brahimi était tombé, un nouveau gouvernement est arrivé, et donc je n'ai pas pu occuper ce poste. En attendant, Merbah, Allah yarhamou, m'a appelé, il venait de créer le Comité national de la dette, puisque je vous ai dit qu'on avait un problème de dette terrible. Et j'ai travaillé comme expert au sein de ce Comité national de la dette pendant 3 mois, 4 mois, jusqu'à ce que Rosalie, devenue ministre des Finances sous le gouvernement Merbah, m'appelle au ministère comme conseiller. J'ai travaillé avec Rosalie, puis avec Hidoussi, 3 ans sans être payé, puisque chaque fois on me disait « Vous allez partir à la Banque centrale, puisqu'on sait, on nous a informé que vous étiez rentré pour occuper ce poste, le temps qu'on vous fasse les formalités, le visa du contrôle financier, ça prend du temps. Vous savez, dans 3-4 mois, vous allez aller là-bas et on vous payera rétroactivement. Mais en attendant, moi, Rosalie, j'ai besoin de vous. » Après lui, donc ça a duré 9 mois et non plus 3-4 mois. Hidoussi, même promesse. Aouni, Haoulni, Medabik, j'ai besoin de toi. Gat, j'ai besoin. J'ai travaillé jusqu'en juin 91. Bon, ça n'allait plus avec Hidoussi, et je n'étais pas payé, et c'était khada'a. Première khada'a, première trahison que j'ai. Comment est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui a tout sacrifié pour son pays, qu'on fait travailler pendant presque 3 ans, sans être payé, tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, on ne vous a pas remboursé? Non. Jusqu'à aujourd'hui? Oui. Et c'est très étrange. Alors, évidemment, pour ne pas retourner en Suisse avec un trou de 3 ans dans mon CV, eh bien, je me suis dit, je ne vais pas rentrer en Suisse comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 ans? Et puis, Ravtni, parce que j'ai vu des dossiers, j'ai vu tellement de choses anormales que je ne pouvais plus me taire. Il fallait que je fasse quelque chose. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, puisqu'on a annoncé les élections législatives pour juin 91, eh bien, je vais aller aux élections législatives. Et je suis rentré dans mon douar d'origine, à Bougaa, pour être candidat indépendant aux législatives de juin 1991. Je me suis organisé pour faire une belle campagne, et au moment où la campagne a démarré, 3-4 jours, le gouvernement tombe et on m'appelle au gouvernement. Et je me retrouve ministre. Après, c'est une longue histoire. J'ai travaillé sur les dossiers les plus lourds, la dette extérieure, mais aussi la dette intérieure, parce qu'on n'avait pas de quoi payer les salariés. Le pays était en faillite, à la fois sur le plan externe, de ses moyens de paiement extérieurs, et sur le plan de ses moyens de paiement intérieurs. Donc un déficit budgétaire qu'on ne pouvait pas résorber, on ne pouvait pas continuer à financer les entreprises publiques, donc menace de fermeture d'entreprises. Et j'avais lancé la première opération d'assainissement financier des entreprises publiques, en donnant de l'argent moyennant des plans de restructuration, etc. Et quand 9 mois après, on a mis un terme à ma mission au gouvernement pour cause de lutte contre la mafia, je l'ai souvent dit, j'ai eu le malheur de m'attaquer à la mafia. Laquelle?
Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Non, non, Non. les noms n'intéressent pas beaucoup de monde aujourd'hui. Surtout que la mafia de l'époque c'était des enfants de cœur par rapport à la mafia d'aujourd'hui. La mafia de l'époque, c'est surtout des gens qui touchaient des commissions sur des marchés publics. Bon, que ce soit des marchés publics à l'intérieur du pays ou des marchés publics. Des responsables aussi. Des responsables, bien sûr, des responsables. Quand on dit mafia dangereuse, ça ne peut être que des responsables. Et ça a été le deuxième choc de ma vie, après le premier, où j'ai eu affaire à Boudiaf, qui ne comprenait rien du tout, ne connaissait personne. Harchou Halia, et puis ça n'a pas marché, je l'ai convaincu, Qannatou. Et malgré ça, le jour où Rosalie a fait son premier remaniement, j'étais le premier sur la liste, et Rosalie, qui est resté un grand ami à moi, m'a avoué que ce n'était pas lui. Il m'a dit, je tiens à vous dire personnellement, à vous informer personnellement de la décision qu'on m'a forcé de prendre, c'est-à-dire de vous faire partir, ce n'est pas moi, on m'a forcé la main. J'ai toujours confiance en vous, je n'ai jamais douté de vous. Qui l'a forcé? Et il m'a dit, il pointait le doigt vers le ciel, il me dit, ça vient d'en haut, je connais. Boudiaf, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi, puisque Qannatou, et je me souviens, il m'avait raccompagné à la porte, en m'embrassant et en me disant, donc ça ne pouvait pas être Boudiaf. Ça ne pouvait être que d'autres gens, bien entendu. Militaires ou gravitant autour, enfin, je n'en sais rien. Parce que vous savez, c'est difficile de caractériser la mafia, de donner un visage à la mafia. On dit que c'est des militaires. Qui vous dit que c'est des militaires seulement? Ou qui vous dit que c'est des militaires? Ça peut être des gens, des hommes d'affaires, qui entretiennent les militaires, qui tirent les ficelles de l'ombre, qui touchent des pots de vin sur tous les marchés, sur tout ce qui bouge. Parce que les militaires eux-mêmes n'agissent pas directement, ils ne font pas commerce. Les militaires agissent, quand ils agissent en dehors du cadre de la loi, du cadre de machin, ils agissent par l'intermédiaire du privé. Et c'est ça le drame. Les privés algériens ne sont pas innocents. Rien de malsain n'aurait pu se faire sans l'implication de quelques barons, qu'on appelle les barons du régime, c'est-à-dire des hommes d'affaires qui ont le bras long et qui ont des fortunes colossales. On le sait maintenant. Maintenant, c'est clair, mais à l'époque, c'était moins clair. On va parler de ce chapitre-là. Alors, quand je suis rentré en Suisse, je n'avais plus d'autre choix. Je ne pouvais même plus reprendre mon poste d'origine. Quand on a été ministre dans un pays, c'est difficile de travailler dans une structure avec des chefs, etc. Donc j'ai créé ce cabinet Ecofinance où je vous reçois aujourd'hui et à partir duquel j'ai essayé d'aider mon pays du mieux que j'ai pu. Société Générale, Orascom, on peut en parler, et d'autres actions, mais j'ai continué aussi à donner des conférences et écrit des articles à profusion. J'ai créé Rupture avec Tahal Jaout et Abdelkrim Jahad. J'étais membre du collectif de rédaction. J'avais ma chronique à Libé-Noiry. Je peux vous en montrer quelques-unes. Et je déflorais déjà tous les thèmes qui sont devenus des thèmes à la mode plus tard. La réforme du secteur financier, la privatisation des banques, l'amnistie fiscale, le problème de nos ressources, le problème de l'agriculture, de tous les problèmes financiers, la dette extérieure. Je prenais le rééchelonnement et j'ai réussi à faire rééchelonner la dette du pays parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Et tout ça depuis ici, depuis Genève. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai été en Algérie, donner des conférences, rencontrer des gens. J'ai répondu 2 fois à des conférences d'experts organisées par la présidence, une pour le rééchelonnement et l'autre pour la période post-rééchelonnement. Et je n'ai jamais refusé, à mes frais. J'ai toujours été en Algérie à mes frais pour contribuer à améliorer la situation économique du pays. Et je continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, que ce soit sous la forme de conseils que je donne depuis ici, ou sous la forme de conseiller du ministre, ou expert au Comité national de la dette, ou ministre, ou président de Société Générale, puisque j'ai fondé la Société Générale et j'en ai été le premier président, 1999 à 2004, toute mon action et toute ma vie a été dédiée à notre pays, l'Algérie. Ici, je n'ai cherché qu'une chose, c'est de donner à manger à mes enfants. Je n'ai jamais cherché à être riche, pas plus hier qu'aujourd'hui, mais je suis fier de servir mon pays. Vous avez fait une belle carrière aussi en Suisse, parce que vous avez même dirigé un aéroport ici. Oui. C'est le cas, vous avez été manager d'une grande infrastructure. J'ai été nommé administrateur. J'ai été membre du conseil d'administration de l'aéroport international de Genève. Et c'était un très très grand honneur, puisque c'est le Parlement de Genève qui m'avait élu comme membre du conseil d'administration de l'aéroport. Et c'est un très grand honneur pour l'Algérie, n'est-ce pas? Une reconnaissance que les talents algériens peuvent
peuvent servir des pays comme la Suisse. J'ai été aussi candidat à 3 élections en Suisse, dont une pour le Parlement fédéral. Je fais de très belles campagnes ici. Et ça m'a permis de faire connaître la communauté algérienne à l'étranger, en Suisse, avec des portraits géants, voter Ali Benouari, Ali Benouari. Donc pour moi, imposer le nom de Ali dans le paysage politique suisse était mon objectif. J'ai créé l'Association suisse des musulmans pour la laïcité en Suisse, l'Association Diversité dans la Cité, l'Union des Maghrébins de Suisse. J'ai été donc très impliqué dans le mouvement associatif, dans l'activité associative et dans l'activité politique. J'en retire une énorme expérience que j'ai voulu mettre au service de notre pays, bien entendu, parce qu'on peut en parler, ce pays est une source d'enrichissement incroyable, exceptionnelle. Justement, nous, on nous reproche, M. Benoît, parce que nous, dans notre média, on appartient à une nouvelle forme de journalisme. Ouais. On voyage souvent à l'étranger, on part en Chine, etc. On était en Allemagne. À chaque fois qu'on fait des reportages et on explique des modèles de développement, on nous fait le reproche, pourquoi vous comparez, c'est pas comparable. Alors, honnêtement, vous qui avez vécu ici, qui avez réussi ici, le modèle suisse, qu'est-ce qu'on peut dupliquer en Algérie? C'est un pays fédéral, très diversifié culturellement, nous on est un pays très centralisé, c'est 2 régimes politiques complètement différents, et pourtant, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces Suisses? On peut apprendre d'abord, sur le plan des valeurs, on peut apprendre l'humilité et le goût et l'amour du travail bien fait. Premier enseignement, n'importe qui vient en Suisse voit un pays qui est ordonné, où on respecte tout le monde, on respecte les étrangers, on respecte les femmes, on respecte les enfants, vous voyez comment les Suisses vivent. Ces valeurs sont pour moi le socle sur lequel la Suisse est assise. Le goût du travail bien fait, on le voit, vous le voyez à travers le label suisse, qui est renommé dans le monde entier. Sur le plan politique et institutionnel, là aussi, bien sûr, donc sur le plan des valeurs, c'est une source d'enrichissement pour nous. Aimer son travail, aimer ses compatriotes, aimer son pays, donc une très très haute idée du patriotisme, donc malgré l'extraordinaire diversité de la Suisse. Et là aussi, c'est une autre source d'enseignement. Voilà un pays où vivent en gros 4 communautés, les Suisses romans, francophones, les Suisses italiens, les Suisses allemands et les romanches. Ce sont autant de langues officielles et nationales reconnues, parlées. Si vous prenez un paquet de cigarettes ou une boîte de médicaments, vous allez voir ce que c'est qu'une langue officielle. Si vous prenez une loi, un décret, vous allez voir également. Si vous prenez un bulletin de vote, vous allez voir toujours traduit dans les 3 langues, le romanche étant très mineur, 3 langues toujours sont présentes partout. Et les gens peuvent s'exprimer absolument dans une harmonie totale. Mais ils ont travaillé pour ça, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et cette extraordinaire diversité de la Suisse est la deuxième source d'enrichissement. La troisième, c'est la démocratie directe, qui est unique au monde. Qu'est-ce que la démocratie directe? Ça signifie que quand on élit un député ou un ministre, parce que les ministres sont élus aussi, qui preuve que le peuple a son mot à dire, même dans l'élection des ministres. Eh bien, ce n'est pas tout. L'affaire n'est pas réglée. Parce qu'une fois que les ministres ou que les députés sont élus, le peuple continue à les contrôler. Mais comment est-ce que le peuple peut continuer à les contrôler en dehors des échéances électorales? Eh bien, si le Parlement adopte une loi qui ne plaît pas si c'est un arrêté communal, c'est 10 000 personnes, si c'est une loi fédérale, c'est 100 000 personnes, il suffit que 100 000 personnes fassent un référendum pour dire on n'est pas d'accord avec cette loi. Donc il y a un délai de promulgation. Quand une loi est adoptée, il y a un délai référendaire. On donne la possibilité au peuple, pendant ce délai, d'organiser un référendum. Par exemple, 100 000 voix pour casser une loi fédérale, un projet de loi fédéral. Et à ce moment-là, si le référendum aboutit, eh bien, on va voter. On va voter, c'est-à-dire on va organiser un référendum pour dire, à une échelle locale. À une échelle locale pour les décisions locales, les lois locales, et au niveau national pour ce qui est national. Pour chaque loi, on fait un référendum. Si le peuple n'est pas d'accord, s'il y a 10 000 ou 100 000, selon l'objet, qui n'est pas d'accord, on organise un référendum pour dire si les députés ont eu raison d'adopter cette loi. Et l'histoire montre, depuis des siècles, que il arrive souvent qu'une loi est cassée. Autrement dit, le Parlement est privé de son droit. La même chose, quand un gouvernement prend une décision, il peut être attaqué. Donc le peuple reprend la main. C'est-à-dire qu'il a voté, mais si il considère que
le gouvernement a pris des mesures qui ne sont pas normales, qui ne sont pas dans l'intérêt général, ou si le Parlement adopte une loi qui n'est pas dans l'intérêt, qu'on ne considère pas comme étant de l'intérêt général, eh bien, par référendum, on la casse. Et on organise donc une nouvelle. Et donc, soit le Parlement est obligé de revoir sa copie, de revoir sa loi, soit de renoncer complètement à la loi qu'il a proposée. Ceci est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle la démocratie directe. Autrefois, on votait à main levée, il reste 50 ans encore où on vote à main levée, ça c'est le côté symbolique de la démocratie directe. Mais la démocratie directe en Suisse, c'est surtout que le peuple ne délègue pas de manière permanente pendant 4 ans la durée de la mandature, de la législature. Eh bien, si au cours de l'exercice du mandat de député, le Parlement travaille mal, eh bien, le peuple lui reprend les pouvoirs qu'il lui a délégués. Et donc, ça renvoie à une autre droit politique qui entre dans la démocratie directe, c'est le droit d'initiative. L'initiative des lois n'appartient pas seulement qu'au Parlement ou au président. Vous voyez, en Algérie, l'initiative des lois, c'est le président. Absolument. Eh bien, en Suisse, non seulement c'est le président, le gouvernement fédéral, ou le gouvernement du canton, mais c'est aussi le Parlement fédéral ou le Parlement du canton qui peut prendre Le canton, c'est l'équivalent de la wilaya chez nous. La wilaya, mais c'est une république, c'est un État. La confédération, c'est une agglomération de 26 États. Et ces États-là, chacun a ses attributions propres dans des domaines qui sont délimités par la Constitution fédérale. C'est-à-dire que la fiscalité, par la santé, la fiscalité et bon nombre de domaines relèvent des cantons et non pas de l'État. Ils ont en commun le drapeau, le timbre, la monnaie, etc. Mais il y a beaucoup de domaines qui échappent à la sphère, au champ d'attribution de l'État fédéral. Ce droit d'initiative, en Suisse, non seulement c'est le gouvernement et le Parlement, mais aussi le peuple. Le peuple peut prendre l'initiative de loi. Vous voyez comment on peut s'en servir, comment on peut utiliser cette expérience pour un pays qui manque, qui a un déficit démocratique. Chez nous, le peuple a tellement soif de démocratie que j'ai envie de lui dire, au lieu de lui donner une demi-démocratie comme en France, on va lui donner une démocratie totale comme en Suisse. Qu'est-ce que vous avez à répondre à certaines voix ou à certaines personnes, observateurs, même experts, qui disent « c'est pas possible, nous ne sommes pas les Suisses, nous n'avons pas le même modèle culturel, et ce modèle-là n'est pas applicable parce que ou nous sommes dans notre culture patriarcale arabo-musulmane, elle nous empêche de le faire, ou parce que notre société n'a pas cette maturité. » C'est totalement... Merci de me poser cette question. Parce qu'elle est presque empreinte de racisme. Quand je dis de racisme, c'est-à-dire comme si on était frappé d'une tare congénitale, ceux qui disent ça. À ceux qui disent ça, moi j'ai envie de leur répondre. Mais on n'est pas non plus habitué à voter. On n'a jamais voté librement. Pourtant, on veut aller vers des élections libres. Donc on n'a pas peur. On n'est pas habitué à vivre en République, d'un Parlement, etc. Et pourtant, on a accepté. Donc, comme on a accepté les valeurs républicaines, comme on a accepté d'avoir un Parlement, d'avoir un gouvernement, d'avoir des walis, d'avoir des maires, tout ça, c'est que depuis l'indépendance qu'on est rentré dans l'exercice de ces droits républicains. Et bien, de la même manière, pourquoi ne pas prendre ce qu'il y a de meilleur? Pourquoi ne pas prendre ce qu'il y a de meilleur? Pourquoi par exemple, c'est une autre caractéristique de la Suisse, c'est l'élection des juges et des procureurs. En Algérie, c'est un pays de non-droit. La justice n'est pas indépendante. Tout le pays en souffre depuis toujours. D'ailleurs, la révolution algérienne, la guerre d'indépendance, était basée en grande partie sur le déni des droits, puisqu'on n'avait pas de droits. Donc la justice est importante. Les Algériens sont plus assoiffés aujourd'hui de justice que de droit de vote. S'ils pouvaient avoir une justice sans avoir besoin de voter, je crois qu'ils seraient très heureux. Mais voilà. Eh bien, la Suisse élit ses juges et ses procureurs. Et c'est comme ça que le juge ou le procureur est totalement indépendant. En Algérie, on est loin, puisqu'il n'est même pas, le président, c'est le président de la République, appelé premier magistrat du pays, qui nomme le président du Conseil supérieur de la magistrature et qui lui-même, etc. Et puis il a des... Donc,
En gros, c'est le pouvoir exécutif qui nomme les juges et les procureurs. Et donc, jamais nous ne pouvons avoir, avec cette constitution actuelle, comme avec les constitutions précédentes, une justice indépendante. Et je dis souvent, qui حقرك بوليسي ولا جدارمي لمن تشكي القاضي والقاضي لمن يمد الحق للظالم ولا للمظلوم إذا مد الحق للمظلوم هو يصوتي puisque اللي يعين البوليسي والجدارمي هو اللي يعين القاضي. Voilà un peu la problématique qui se pose. Donc il est obligé de donner raison à l'auteur, pas à la victime, mais à l'auteur du délit. Eh bien, le seul moyen, c'est l'indépendance. Donc, un pouvoir judiciaire indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, mais bien plus que ça, et les Algériens ne parlent pas de ça. J'ai été le premier à en parler pendant ma campagne électorale, parmi les nouveautés que j'ai apportées. Et le peuple a adhéré. Le peuple a très vite compris, contrairement aux élites, au pouvoir. Le peuple comprend très bien à travers cette qui etc. Eh bien, ils ont compris, ils ont adhéré. Ça veut dire que le qadi, ما لازمش يعينوا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا لازم يعينوا الشعب. شكون اللي اليوم il trouve anormal qu'un député soit élu par le peuple. Tout le monde trouve ça normal. Pourquoi est-ce qu'on n'élit pas le juge et le procureur? Pourtant, c'est le troisième pouvoir. On dit qu'il doit être indépendant. Mais pourquoi pour qu'il soit indépendant, il faut qu'il puisse avoir la même نفس الشرعية. Autrement dit, le fondement مصدر الشرعية تاعو لازم يكون متساوي مع مصدر شرعية السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. Or, le pouvoir exécutif est élu, le pouvoir législatif est élu. Si le pouvoir judiciaire n'est pas élu, il n'aura jamais la même force que les deux autres pouvoirs. Voilà pourquoi on doit suivre le modèle suisse et pas le modèle français. Comment ça se passe en Suisse concrètement? Il y a des élections pour élire des juges. Oui, il y a des élections pour élire les juges et les procureurs. Chaque année, chaque 2 ans? Oui, périodiquement. Mais les gens, et les juges, est-ce qu'un juge est forcément là pour faire campagne? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait bien sûr, il fait campagne. Bien sûr. Et c'est extrêmement important parce que une fois qu'il est élu, il n'a de compte à rendre qu'au peuple. Ce peuple assoiffé de justice, qui élit ses juges et ses procureurs. S'il voit qu'ils n'ont pas mérité sa confiance, eh bien, ils ne le réélisent pas. Donc le juge et le procureur deviennent comptables devant le peuple et deviennent insensibles aux pressions du président de la République, ou du ministre, ou du wali, ou du député, ou que sais-je encore. Donc, ils sont réellement indépendants parce qu'ils ne tirent, comme le député, normalement, ne doit pas avoir peur des ministres parce qu'il est élu par le peuple. Eh bien, c'est la même chose, le juge et le procureur. Maintenant, à ceux qui disent, oui, mais, parce que j'ai discuté avec beaucoup d'avocats qui connaissent leur métier, et qui disent, oui, mais chez nous, c'est compliqué. Je dis, mais si on admet le principe, alors la mise en œuvre devient simple. Par exemple, on peut imaginer que le Conseil supérieur de la magistrature, formé de je ne sais pas combien de membres, au lieu d'élire tous les juges et tous les procureurs d'Algérie, eh bien, on va élire les membres du Conseil supérieur de la magistrature comme on élit les membres du Parlement. Vous comprenez? C'est réalisable pour l'Algérie. Bien entendu que c'est réalisable. Il n'y a rien de plus facile. Rien n'est plus facile qu'une telle opération, à condition qu'on soit ouvert aux expériences des autres pays. C'est pour ça que le pouvoir a peur de la diaspora. C'est un autre sujet, n'est-ce pas? Parce que nous vivons ici, nous sommes confrontés quotidiennement à la pratique démocratique, aux pratiques démocratiques, à l'exercice des libertés, au droit d'association, à l'exercice politique. Un arabe, un musulman peut être candidat, il y en a qui sont aujourd'hui maires, qui sont députés, ils peuvent demain être candidats à un gouvernement cantonal ou fédéral. Ça ne choquerait personne. Parce qu'ils sont ouverts. Nous, qui avons encore plus besoin d'expertise et d'expérience étrangère, notamment les Algériens qui vivent à l'étranger, on leur interdit. On leur interdit le droit d'apporter leur expérience à leur pays d'origine. Vous voyez un peu comment la Suisse, des pays comme la Suisse ou la France ou l'Allemagne, peu importe, qui acceptent, qui intègrent leurs étrangers, même arabes et musulmans, et qui leur donnent la possibilité d'être élus et d'occuper des postes importants, dans l'administration, dans le Parlement, etc. Et en Algérie, qui a besoin d'expertise étrangère, refuse même d'assimiler ses propres enfants. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour les Algériens
d'accepter qu'un Français naturalisé algérien ou un Américain naturalisé algérien vienne être candidat, ce que font les Suisses, les Européens, les Américains, etc. Même les propres enfants de l'Algérie, arabes et musulmans, ou berbères, peu importe, sont rejetés dans leur pays d'origine, mais c'est politique. C'est politique. Oui. Posons le débat en termes très clairs. Oui. Aujourd'hui, vous avez la nationalité suisse. Oui. Imaginons que demain, vous êtes appelé à occuper des fonctions. Oui. Est-ce que concrètement, je n'exprime pas mon avis, oui, je vous pose une question concrète. Y a-t-il pas un conflit d'intérêts si demain vous êtes ministre de l'économie et vous allez négocier une affaire entre l'Algérie et une multinationale suisse? Et alors pourquoi les Suisses et les Américains et les Allemands et les machins ne se posent pas cette question? Pourquoi? Pourquoi eux ne se posent pas? Alors, nous, c'est très important. Non, c'est très important. D'abord, il n'y a pas eu de débat. S'il y avait eu un débat, le peuple algérien aurait été éclairé sur ces questions. Mais on n'a pas voulu qu'il y ait un débat. Directement, l'Assemblée nationale, Parlement, main levée, tabac terminé. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur d'un débat. Parce que s'il y avait un débat, on pourrait trouver une réponse. On pouvait argumenter. Je pourrais, moi, donner des réponses. Mais ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de débat parce qu'ils ont peur du débat. Voilà, ils ont peur. La nuit a peur du soleil. Tout ce qui est lumière, tout ce qui peut éclairer les gens, leur fait effroyablement peur. Parce qu'ils yahkmou bil-jahl et ils ne veulent pas que les décisions qu'ils prennent soient mises sous le feu de la critique, soient exposées à la critique. Ils ne veulent pas non plus que le peuple soit éclairé pour choisir. On va essayer de rectifier le tir pour sortir de la démagogie du régime. D'ailleurs, c'est avec une pression, peut-être ça peut changer, parce que le décret qui précise les fonctions qui seront concernées par cet article n'est pas encore sorti. On ne sait pas ce qu'on attend. Alors aujourd'hui, demain on vous appelle, vous devenez ministre. Y a-t-il pas un conflit d'intérêt pour négocier avec Novartis ou notre compagnie suisse, etc. Non. D'abord, tout ça, c'est très confus, c'est trop confus. D'abord, un ministre ne négocie pas, ne signe pas de contrat. Donc, pour répondre directement à votre question. Ensuite, s'il est ministre des Finances, il n'a rien à faire avec la santé, avec Novartis. Ensuite, il y a... faire le transfert de dividendes, exemple. Non, c'est pas le transfert de dividendes, ça relève de la loi, c'est du Parlement. C'est pour ça que je vous dis, tout ça, tout cet amalgame, cette espèce de cinquième colonne, cette espèce de menace, tout ça, est agité par le pouvoir pour exclure, comme il exclut aujourd'hui les opposants à l'intérieur, il exclut la diaspora qui est à l'extérieur, sous des prétextes fallacieux, mais il va sans dire qu'il faut éviter le débat. Parce que s'il y a un débat, Chabi fiqh, et il va dire non, mais que vous vous trompez complètement. D'ailleurs, je m'empresse de vous dire, j'obéirai à la loi, puisque vous me posez la question directement. S'il faut renoncer à la nationalité, je y renoncerai, je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. C'est pour ça que le débat est biaisé. Cette constitution, elle va au-delà. Elle n'établit pas, parce que la constitution précédente réglait le problème. Elle ne réglait. Ajouter un gros problème, c'est la résidence. On vous demande d'être résident en Algérie. Bien sûr. Et ils ont de père d'Algérie de souche. Bien sûr. Et en plus, la femme ne doit pas être, l'épouse ne doit pas être. Et ensuite, il faut avoir résidé 10 ans aux Idlha, et on ne peut pas occuper, on ne peut pas occuper de poste, même pas de gouverneur de banque centrale, de PDG de Sonatrach, de PDG de Sonelgaz, alors que le décret pas encore alors qu'il y a des pays comme la France, ils ont recruté Louis Schweitzer à la tête d'Air France, je crois, à l'époque, pour sauver Air France, qui était une entreprise d'État. Ils ont recruté le Libanais Carlos Ghosn pour diriger Renault. Dans le monde entier, on recrute des étrangers pour gérer des aéroports, des sociétés nationales, des sociétés de chemin de fer. C'est le critère de la compétence. Voilà, c'est la compétence qui prime. Chez nous, pour ne pas avoir de la compétence, parce que la compétence leur fait peur, on va imaginer un certain nombre de barrières. Une des barrières qu'ils ont trouvées, c'est celle-là, par la Constitution. Parce que... Mais enfin, ne revenons pas à cette Constitution scélérate. Parce qu'il n'y a pas que les aspects qui touchent à la diaspora. Tout dans cette Constitution est mauvais. C'est un sujet vaste. Tout dans cette Constitution est mauvais. Concrètement, moi je suis un jeune Algérien. Pourquoi la diaspora ne s'organise pas? Pourquoi elle ne se mobilise pas? On entend, il y a combien? 5 millions d'Algériens, des fois 7 millions. En France, par exemple, la France, il y a 5 millions 900 000 en France, 7 millions à l'étranger. Voilà, donc il y a plus d'Algériens, il y a pratiquement autant d'Algériens en France qu'à Alger. Pourquoi cette diaspora qui crée l'injustice
ne se mobilise pas pour faire Elle se pression. mobilise. Elle se mobilise comme elle peut, mais n'oubliez pas que nous sommes à l'aube de l'éveil démocratique est récent, il est nouveau. Cette effervescence, elle est récente, elle est contrariée, parce que le gouvernement, le pouvoir, fait tout ce qui est dans son possible pour empêcher que les Algériens ne s'organisent, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Et vous croyez que la diaspora algérienne à l'étranger est libre? Mais il y a des centaines d'associations qui sont contrôlées par le régime et qui veillent non pas à éveiller la conscience des Algériens qui sont à l'étranger, mais à empêcher qu'ils ne s'organisent, à empêcher qu'ils ne se mêlent des affaires. C'est le cas du Maroc. Mais pourquoi la diaspora marocaine, on la voit plus active? C'est le même cas pour le Mais le Maroc n'est pas un modèle de démocratie, ne me citez pas le Maroc. Non, mais la diaspora marocaine, elle est active. Elle est active. Elle est beaucoup plus active que la diaspora algérienne. Elle ne l'est pas autant qu'elle devrait l'être. Elle ne l'est pas tant que ça. Faut pas exagérer. Non, non. Tous les régimes autocratiques ont les mêmes réflexes, prennent les mêmes mesures, se méfient de la même manière du peuple. Que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, ils ne font pas de différence. Sauf que peut-être qu'ils se méfient encore plus des Algériens ou de leurs résidents qui sont à l'étranger, de leurs nationaux qui sont à l'étranger, parce qu'ils évoluent dans des contextes, dans des environnements libres. Exemple, si on veut manifester ici, on n'a pas besoin d'autorisation, si ce n'est indiquer le lieu, l'heure, etc., et on peut louer des salles facilement, etc. En France, on fait une demande à la préfecture, elle est automatiquement accordée, s'il n'y a pas de rien spécial, parce que la communauté algérienne à l'étranger peut exercer librement ses droits, le pouvoir là-bas s'en méfie, il s'en est toujours méfié. Rappelez-vous, il y avait eu l'amicale des Algériens en Europe, qui caporalisait, n'est-ce pas, l'immigration. Aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines d'associations qui sont créées par le système, donc à l'étranger, financées pour empêcher que les Algériens ne s'organisent.